Donc, Patrick, si tu veux. Bon, alors, aujourd'hui, je vous ai annoncé que je vous montrais comment Lacan fait ce montage des 4 discours comme lien social, comment il élabore à partir de sa pratique. Alors d'abord, il faut bien savoir qu'il n'y a pas de théorie du sujet chez Lacan. Et que ça a été d'ailleurs une cause de grands malentendus, puisqu'on l'assimile, parce qu'il utilise le terme bien sûr, on l'assimile à la personne, souvent d'ailleurs réduit à l'instance du moi, qui serait en quelque sorte une instance de régulation du sujet par rapport à son monde, et une adaptation à ce qu'on dit être la réalité. Déjà, il y a beaucoup de confusion autour de ça, et si vous voulez, en plus de ça, ce sont des discours qui considèrent qu'il y a une certaine dépréciation de la subjectivité, qui est considérée comme étant illusoire au regard de l'objectivité scientifique des faits observés. C'est dans ce contexte que Lacan avance à l'époque. Alors, au cours de l'histoire, tout le monde sait maintenant que l'homme a subi 3 grandes blessures narcissiques, du fait justement des avancées du discours de la science. D'abord avec Copernic, c'est-à-dire fin de l'héliocentrisme, avec Darwin, qui fait de l'homme une créature comme les autres, fruit d'une évolution qui a été très longue, et enfin avec Freud, qui dit qu'au fond, le sujet il est décentré par rapport au moi et qu'il n'est donc pas maître de ses pulsions, qu'il n'est pas le maître en sa demeure en quelque sorte, parce qu'il est l'effet d'une opération signifiante de par l'existence d'une structure langagière incorporée dont se détermine l'inconscient. Et voilà ce qu'il en est, selon l'expression de Lacan, du mystère du corps parlant. On ne sait pas pourquoi nous sommes le seul animal parlant sur la planète. Et au bout du compte, on invoque une sorte d'affinité particulière de notre corps avec le langage qui vient du dehors, et c'est une propriété qui se transmet de façon héréditaire. Nous sommes la seule espèce animale pour laquelle il en soit ainsi. Les animaux domestiques ne le sont pas par hasard, car ils sont parcourus également de séismes inconscients. Quant aux animaux sauvages, on peut les apprivoiser, mais ça ne se transmet pas héréditairement. Voilà, ça c'est des faits qu'il faut bien trancher. Et cette histoire d'affinité, elle est spécifique à l'homme, et il y a un autre point qu'il faut trancher, c'est qu'il ne s'agit pas de s'interroger sur l'origine du langage. L'homme, il est apparu, le langage étant là, voilà. On peut prendre ça que comme ça. Ça veut dire que l'homo sapiens, il était comme nous, avec les mêmes affects, avec le savoir qui n'était pas forcément du même domaine, mais tout ça, ça fonctionnait dès le départ. Voilà. S'il n'y a pas de théorie du sujet chez Lacan, il y a une définition du signifiant. Et c'est une définition qui sera invariante tout le long de son enseignement. Et elle se formule de cette façon-là: le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. L'opération signifiante a pour effet un sujet, mais il y a un reste qui échappe à la prise du signifiant tout en étant produit par lui. Alors, déjà, dès le départ, on voit que là, chez Lacan, et ça a été très long à comprendre, que pas tout est langage. Pas tout est langage parce qu'il y a la jouissance.
Je le dis tout simplement là. Alors cette formule du signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, c'est celle-ci. Voilà, ici. Le sujet qui est ici et l'objet qui est ici. Voilà comment se représente cette première définition. En 1953, quand il commence son enseignement public, dans Fonction et champ de la parole et du langage, Lacan parle du sujet de la parole. Sujet de la parole qui a affaire à l'autre de la parole. Autre confusion, parce qu'on a considéré à un moment donné que l'autre pouvait être aussi un sujet. Enfin, c'était comme ça, et il disait que la fin de la cure, au fond, se terminait par une réconciliation du sujet qui advenait là où c'était son inconscient, une réconciliation du sujet avec son désir. Alors, je vous rappelle quelques petites phrases de l'époque, quand il convoque à ce propos-là justement le dieu du tonnerre, il pose 3 questions au dieu du tonnerre, Prajapati, qui répond da, 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 ça veut dire à la fin d'une cure, don, soumission, grâce à la parole. Voilà cette espèce de réconciliation du sujet. Et puis, quelques années plus tard, donc 53 pour le Fonction et champ de la parole, et 58, subversion du sujet dialectique du désir, tout bascule. C'est-à-dire que là, Lacan va formuler sa définition, oui, on peut dire comme ça, du sujet divisé par le signifiant, et qui est soumis non plus aux lois de la parole, mais aux lois du langage. Métaphore, métonymie. Quant à l'autre, il n'est plus le lieu de la parole, il est aussi le lieu du langage. Alors vous voyez déjà des définitions de l'autre qui se télescopent. Il y a l'autre du corps, c'est l'autre du corps, ensuite c'est l'autre de la parole, et c'est aussi l'autre du langage. Et ce sont des définitions qui ne se recouvrent pas complètement, il y a des distinctions entre les trois. Alors là, le sujet est divisé entre son être de signifiant, ce qu'on appelle son être de jouissance, ce fameux objet dont on va parler tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la formule du fantasme que je vous donne ici. Hein, voilà. Le sujet dans son rapport, alors, ça c'est l'être de signifiant, ça c'est l'être de jouissance. Une division du sujet là. De même qu'à cette époque-là, le désir est impossible à dire. Alors qu'avant, il y avait une réconciliation avec le désir. Impossible à dire, et il faut l'interpréter au sujet, souvent d'ailleurs contre son gré, parce qu'au fond, le désir, il n'est pas si désirable que ça. Je fais référence, par exemple, à Antigone. Hein. Vous voyez bien que quand on va dans le sens du désir, c'est pas marrant. Hein. Cette histoire se figure de la façon suivante, c'est-à-dire que si vous placez au départ, il met ça en forme de delta dans son graphe du désir, il y a là une courbe d'intentionnalité du sujet, comme ça, qui rencontre cette courbe d'intentionnalité, le jeu, tout ce qu'on voudra, le souhait, pourquoi pas le besoin, l'impulsion sexuelle, va rencontrer le signifiant, d'ailleurs je vais mettre plutôt S2 ici et S1 ici, et cette rencontre de la pulsion avec le langage va déterminer un retour et une intervention sur cette intentionnalité, et on va aboutir ici à la constitution du sujet divisé par le signifiant, qui l'antécède. Donc il y a une anticipation, on peut dire, du signifiant ici S1, sur ce qui apparaît ici en S2. Voilà comment ça fonctionne. Donc il y a une construction d'une cellule, comme ça, qui est une structure, et on voit très bien comment la diachronie et la synchronie se composent à ce niveau-là. Alors, vous allez voir, par exemple, puisque j'ai commencé avec ce graphe du désir, au début de la construction de ce graphe du désir que vous trouvez dans les
les formations de l'inconscient et puis ultérieurement dans d'autres textes, et en particulier dans ce fameux texte Subversion du sujet dialectique du désir, qui est un texte qui a été produit à partir de 1958, mais il semblerait que Lacan ait procédé à plusieurs réécritures successives et que la forme que l'on trouve de ce texte dans les écrits date de 1966. Il a dû remanier ce texte, et d'une façon très très caractéristique, puisqu'au départ, il situait au départ de l'intentionnalité ce qu'il appelait le sujet du besoin. Le sujet du besoin. Et le sujet du besoin, justement, aboutit dans un premier temps au sujet divisé. Mais dans un second temps, pour respecter sa trouvaille, Lacan va le situer ici. Au départ de la flèche, le sujet est déjà divisé. C'est-à-dire que le nourrisson, il est déjà un sujet divisé. Il est déjà parlé, il n'est pas du tout simple sujet du besoin. Il doit s'adapter, bien sûr, au discours qu'il attend. Donc, sujet-là, et à l'arrivée de la flèche, en gros, il va mettre au fond, donc dans sa rencontre avec l'autre, le langage, on peut dire, il va se retrouver avec investi des identifications au signifiant de l'autre. Par le même, voilà, c'est le même truc, et vous voyez la bascule qui s'est produite pour Lacan, là. Hein. Parce que ça a beaucoup embêté ses lecteurs au début, parce que dans les écrits c'était comme ça, et on n'arrivait pas à comprendre comment se faisait-il qu'avant il y avait le sujet du besoin et que c'était passé au sujet divisé. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, Lacan fait usage du terme de signifiant, dont la logique se déploie selon les deux axes liés aux lois du signifiant, métaphore et métonymie, qui sont des lois du langage, et qui recouvrent, sans être tout à fait équivalents, les termes de Freud de condensation et déplacement. Alors, les linguistes se sont aperçus qu'au fond, Lacan faisait un usage hérétique du signifiant défini par Jacobson, qui lui avait effectivement décrit les lois de la métaphore et de la métonymie. À quoi Lacan répondait qu'il ne l'avait pas dit parce que tout le monde le savait, qu'on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir nommé Jacobson puisqu'on savait que ça venait de lui, mais que surtout, il en faisait un autre usage que Jacobson approuvait. Il est même venu l'approuver à Paris à son séminaire, en disant l'usage que fait Lacan du signifiant, je suis d'accord avec ça. C'est d'autant plus d'accord que Lacan venait de donner le coup de grâce à la linguistique en sortant son fameux terme de la langue en un seul mot, et disant qu'au fond, le langage n'était qu'une élucubration de savoir par rapport à la langue. Et il va même plus loin, il va dire que le langage, ça n'existe pas. Ce sont des élucubrations, il n'y a que des langues qui sont parlées et qui sont inventées au jour le jour par l'ensemble des femmes. Et puis nous, quand on parle, petit à petit, on introduit des petites modifications comme ça. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Hein. Quand c'est venu, ça a remué beaucoup de choses. Ça s'est passé dans les années 70. Chez Lacan, évidemment, il y a un petit déplacement dans la définition du signifiant, c'est-à-dire que ça peut être le phonème, ça peut être le mot, ça peut être une phrase entière, ça peut être un paragraphe, ça peut être un livre entier, ça peut même être une bibliothèque et même, pourquoi pas, toutes les encyclopédies. Toutes les encyclopédies peuvent représenter un sujet pour un autre signifiant quelconque qui ne le représente pas. Ouais, c'est quand même très très souple comme définition. Hein, mais vous voyez bien que c'est une définition du signifiant, mais non pas du sujet. Pour Lacan, le sujet de la psychanalyse, c'est ce qu'il appelle le sujet de la science. Allez dans une assemblée de scientifiques et parlez-leur du sujet, vous verrez les échos que vous aurez. Vous serez rejetés massivement par la salle qui sera bouleversée d'horreur que vous osiez utiliser ce terme de sujet de la science.
c'est le sujet de la science, pour autant que la science le forclôt. Et que ce n'est pas un hasard si la psychanalyse a été inventée par Freud au moment de la montée au zénith du savoir scientifique moderne. De même que ce n'est pas un hasard, donc Freud a voulu inscrire la psychanalyse dans le champ de la science, de même que Lacan a poursuivi cette démarche en la mathématisant, en tout cas en faisant une tentative de mathématisation de la psychanalyse. Alors, le moment, le pas nouveau du passage de la science à la science moderne, à ce qui était avant, c'est un pas que Lacan repère chez Descartes, qui dit qu'en gros, son dire, on peut dire ça, comme nous parlons nous, son dire a été de séparer le savoir, qui progresse dans une articulation purement logique de discours, et la vérité qui est remise à Dieu. Autrement dit, 2 et 2, ça fait 4, parce que Dieu le veut. Et comme ça, dans la théorie des ensembles, on s'aperçoit que 2 et 2, ça ne fait pas toujours 4. Il y a des algèbres ou des mathématiques qui montrent que ce n'est pas toujours ça qui est obtenu. En tout cas, Descartes, il faut dire qu'il fallait qu'il ménage un peu l'Église, parce que dans toute l'histoire de la civilisation occidentale, dès qu'on touchait à un petit bout de savoir, même une lettre de l'alphabet, ben, on avait l'Église sur le dos, quoi. Il y a des gens à qui il est arrivé des gros ennuis pour ça. Et lui, il fuyait ça. Alors, le cogito cartésien, en tout cas celui qu'on nous a refilé, je pense donc je suis. Lacan va lui faire subir toutes sortes de misères. Entre autres, il va le traduire ainsi pour accentuer justement ce qu'il en est de la division du sujet. Il y a d'autres, il lui fait subir d'autres distorsions, mais je vous en donne une comme ça, qui nous intéresse. Sujet de divisé, plutôt que raisonnable. Il va transformer la formulation en disant « où je ne pense pas, je suis ça », c'est-à-dire objet, dans le fantasme, vous voyez. « Où je ne suis pas, il y a des pensées qui ne sont pas je », c'est ça l'inconscient. Un savoir sans sujet, ou dont le sujet est à déchiffrer. On touche du doigt là que le jeu de la psychanalyse est imprononçable. Il ne faut pas le confondre avec le sujet du verbe dans l'énoncé. C'est le sujet de l'énonciation qui est un pas-je. Et là, je vais rentrer dans mon affaire, qui est la construction des discours comme lien social. Vous savez, Lacan, il balance ça au tableau en 1970. Il met les formules au tableau sans la moindre explication. C'est vrai qu'il a préparé son public avec les 2 séminaires précédents, c'est-à-dire la logique du fantasme et l'acte analytique, mais enfin, quand il a produit ces formules au tableau, il était quand même un peu sidéré. On ne savait pas très bien d'où ça venait, ce truc-là. Et on peut penser quand même que il les a produits, pour dire que c'est symptomatiquement, comme on pourrait utiliser une de ces expressions, après les événements de 68, ce qu'il appelait les mois de mai, les mois et l'apostrophe, c'était les mois de mai, où c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'égarements dans la foule, on pourrait dire ça. Et d'ailleurs, il interpellait les étudiants à propos de ça, qui lui reprochaient de rester dans un amphithéâtre à écrire ces formules mathématiques, et Lacan leur répondait « L'encre des savants vaut mieux que le sang des martyrs ». Et d'ailleurs, il a accusé Sartre très très sévèrement en lui disant que Sartre, il envoyait les étudiants se faire casser la gueule par des appariteurs musclés. Et ça s'est vraiment produit, ces choses-là. Donc il répondait comme ça. Bon, l'encre des savants vaut mieux que le sang des martyrs. C'est aussi peut-être, enfin moi c'est une de mes hypothèses, peut-être une des réponses qu'il fait, mais un peu plus tardivement, enfin, à Michel Foucault,
qui ne venait plus à son séminaire depuis 1966, depuis l'objet de la psychanalyse, alors qu'il avait assisté au départ, et qui avait fait une leçon inaugurale pour son entrée au Collège de France, qui s'appelle l'ordre du discours. Et la théorie de Foucault, c'est de développer que le discours, c'est un discours qui a une logique, bien sûr, mais qui est sans sujet. Et Lacan, justement, reprend ça et va donc mettre en place sa théorie des discours, dans lequel, du fait qu'il le fait à partir de sa pratique d'ailleurs, dans laquelle il réintroduit l'instance du sujet. C'est pour ça qu'il peut dire que sa théorie du discours, c'est quand même une chose nouvelle dans l'histoire. Ces discours, ça fait lien social. On n'a pas l'habitude d'entendre ça comme ça. Il réintroduit la dimension du sujet dans les discours. Et il va toujours garder cette préoccupation en disant qu'il faudrait réintroduire dans le discours de la science la considération du sujet. Jusqu'au bout, il va maintenir ça. Il va même le maintenir jusqu'à dire que le discours scientifique moderne, il a deux piliers. D'un côté, il a un statut universitaire, et vous savez que tous nos organismes de recherche sont surtout dépendants finalement du discours universitaire, et un autre versant où il serait en parenté avec le discours hystérique. L'hystérique, le savant, qui invente, à partir de son être, un nouveau savoir, qui peut d'ailleurs lui échapper. Alors, il va expliquer le montage d'un discours tardivement, c'est-à-dire qu'en 70, il les met au tableau, il les commente comme ça, mais en 72, dans son séminaire ou pire, il va donner la clé du montage, que je vais aller maintenant faire au tableau. Voilà, bon. Je vais prendre ça, je vais tourner cette page. Il va produire le schéma suivant. Donc, à partir d'une pratique de la parole, il va dire que toute parole, c'est né d'un lieu de vérité. Vous voyez là, hein, vous le suivez là, ça se voit à peu près, oui. Hein, et de ce lieu de vérité vont diverger deux vecteurs. La parole se déploie selon sur le versant de deux vecteurs. Un vecteur ici qui aboutit à ce qu'il appelle le semblant. Le semblant, chez Lacan, ça ne veut pas dire faire semblant. Le semblant, ça veut dire que ce n'est pas du réel. C'est du signifiant, c'est ça que ça veut dire. Il désigne souvent le signifiant comme étant du semblant. C'est cette position. Il met ça, le semblant ici, et l'autre versant de la parole va aboutir à un autre point qui s'appelle la jouissance. Je ne vais pas vous apprendre que quand on parle, on a une certaine jouissance à parler. Hein. Donc ça correspond bien au schéma de la parole. Et dans cette opération, il y a toujours un reste qui échappe et qui ne peut pas être dit. Ça se confirme tous les jours. Je voulais vous dire ça, mais j'arrive pas à vous le dire. Ça, les analysants n'arrêtent pas de le dire tout le temps. J'arrive pas à dire ce que je voulais dire, il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Ça aboutit à la production d'un reste ici, au produit, si vous voulez. Voilà comment est monté. Ici, je vais les numéroter. Un point. Donc, lieu de vérité où toute parole se profère, vers un deuxième pôle ici, qui est le semblant, le troisième pôle qui est la jouissance, et le quatrième pôle qui est celui du produit. Hein. Voilà, comme ça ici. Alors, il faut que je... Bon. Nous avons là, si vous voulez, 4 points repérés comme ça, qui sont les 4 pôles d'une structure.
sur laquelle j'ai déjà placé en ces points ce que l'on appelle des monades, c'est-à-dire des chacun un par rapport aux autres. Définition comme ça. Capone. Ce sont des chacun un qui sont absolument hétérogènes les uns aux autres. Ils ne se recouvrent pas, et c'est comme ça qu'on peut les distinguer et les déplier sur un schéma. Donc une matrice qui résulte de la parole et qui permet de définir une structure comme ça. C'est ce que démontrait Lacan dans son texte Kant avec Sade en 1962, à savoir, voilà ce qu'il dit, une structure quadripartite est depuis l'inconscient toujours exigible dans la construction d'une ordonnance subjective. Hein, on retrouve au départ ce schéma-là, hein, qui n'était pas là au départ chez Lacan, mais que j'ai anticipé sur sa construction. Elle est là, vous allez voir comment. Donc, cette première structure, repérée comme ça, elle correspond à une définition de la structure de Lévi-Strauss, qui va dire, que Lacan lui emprunte au début, qui va dire qu'elle est faite d'éléments covariants qui s'interagissent. Et bien entendu, Lacan, lui, à partir de là, va lui faire subir un certain nombre de modifications, de distorsions topologiques. Comment faire le montage de ce truc-là? Alors, cette structure quadripartite, on la retrouve dans le schéma du miroir, on le retrouve dans le graphe du désir, on le retrouve dans les quatre discours, dans les formules de la sexuation, et je vous montrerai peut-être plus tard comment on monte les formules de la sexuation sur les quatre discours en passant par la structure borroméenne. Donc tout ça, ça se tient, vous voyez, c'est une évolution, c'est logique, c'est petit à petit il avance, et pas à pas, c'est des pas logiques qu'il est en train de faire Lacan. Hein. Alors, comment faire le montage? Lacan va partir d'un truc très simple. Il va dire que dans notre espace, l'espace que nous habitons, l'espace cartésien à 3 dimensions, on ne peut placer que 4 points à égale distance les uns des autres. On ne peut en placer que 4. Et il va construire un truc, c'est pas lui qui a inventé ça, hein. Je le mets en perspective parce que je suis obligé de le faire. Il va construire donc ce schéma d'un tétraèdre qui est très connu et qui a été très largement exploré par les mathématiciens, si vous voulez. Voilà, on peut pas donc, sur cet espace cartésien, on ne peut pas mettre plus de 4 points à égale distance les uns des autres, et je vais vous dire pourquoi, de quoi il s'agit dans ce que je suis en train de dire là. Hein. C'est un tétraèdre régulier, et que Lacan d'ailleurs va appeler plutôt, non pas quadripède comme le font ou tétraèdre comme le font les mathématiciens, il va l'appeler un tétrapôle, c'est-à-dire qu'il va lui donner un nom mixte, quoi, un nom bâtard entre latin et grec. Et il va en faire cet usage d'y placer, de mettre à sa place. Alors la notion de place est très importante en topologie. C'est par exemple quand on dit le réel revient toujours à la même place, c'est un repérage d'une place comme ça. Alors autrefois le réel il venait de la sphère des fixes, et puis petit à petit c'est descendu sur Terre avec les lois de la logique. La logique étant effectivement une science du réel. Revient toujours à la même place dans le réel d'un discours par exemple. Ces 4 monades donc sont des unes chacune, hétérogènes les unes aux autres, ce qui en fait des monades qu'on appelle équivalents. Alors le terme d'équivalent, il a une définition mathématique justement. Ça ne veut pas dire que c'est semblable, ça veut dire justement que c'est des 1.
Ils ont la valeur d'être des un chacun. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et il va falloir donc utiliser ce tétraèdre, faire ce montage en respectant justement cette propriété essentielle des 4 monades que l'on a placées tout à l'heure, hein, vérité, semblant, jouissance, et éventuellement je vais les réécrire bien sûr, et perte, production. C'est comme, quand on pourrait le dire, de l'équivalence homme-femme. Équivalence homme-femme, ça ne veut pas dire que c'est du pareil au même, puisqu'il y a la place pour une différence de leurs jouissances respectives. Et c'est bien entendu, parler de l'équivalence des femmes et des hommes, c'est beaucoup plus fort que cette revendication à la parité. Parce que si les femmes revendiquent d'être les mêmes que les hommes, ce n'est pas à leur avantage. Hein. Voilà. Je vais tâcher de ne pas brûler les étapes de cette construction. Si vous voulez me poser des questions, je le réponds tout de suite, hein, si vous avez besoin de ça. Donc, déjà, ça, c'est une graphie, c'est déjà une mise à plat. Il y a un artifice, bien sûr, produit dans le schéma pour maintenir l'illusion. C'est comme dans les tableaux de Escher, où on voit très bien que, en fait, ce sont des bandes de mébus, et on circule comme ça, et on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Il y a cet effet-là, comme ça. Alors, quand on écrit, toute graphie, par définition, suppose une ortho, voilà, une orthographie. Ça vient de là, d'abord. Hein. Autrement dit, ce sont des règles d'orientation. Quand on met en place une structure dans le réel, on est obligé de l'orienter. C'est une loi, il n'y a même pas à discuter là-dessus, ne serait-ce que par les lois de la gravitation, tout simplement, pour nous. Quand on regarde les objets dans l'espace, ben, les lois de la gravitation, au moins, nous imposent de leur donner une orientation, sinon on ne se repère pas. Pas par hasard qu'on a besoin de boussoles et autres machines pour les plongeurs sous-marins et tous ces trucs-là. Ça, c'est donc une simple loi que j'applique. C'est pour ça que je dis que c'est assez simple à comprendre ça. Donc ce tétraèdre, on peut dire que c'est une sorte de tabouret dont la base est un triangle et la pointe, eh ben, c'est sur quoi on s'assoit. Lacan veut dire par là qu'au fond, notre assiette dans le monde n'est pas très confortable. Hein. C'est là-dessus qu'il va bâtir sa notion de discours. Vous avez vu qu'il a extrait ça déjà de la parole, donc d'une pratique de la parole. C'est ça qui est très important. Donc pour respecter les lois de la structure réelle, étant donné que chacun des sommets est relié aux autres, je vous l'ai montré tout à l'heure, je dois vectoriser les côtés. Et je dois le faire de façon à ne privilégier aucun des sommets. Parce que si j'en privilégie, à ce moment-là, je vais rompre la symétrie de la structure, et donc ça ne correspondra pas. J'aurais fait une entorse, c'est d'ailleurs ce que fait le discours capitaliste par rapport aux 4 discours. Peut-être que je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu. Alors, je commence. Supposons que j'ai écrit les trucs ici. 1. La vérité. 2. Je sais que il faut que je commence comme ça, sinon je ne perds pas. 3. Ici. Non, le 2, le 3. C'est la jouissance. Ici, le 4. Je suis obligé d'orienter cette structure. Seulement si par exemple, je décide de partir d'un point quelconque et d'en faire partir 3 orientés, comme ça, 3 divergents, 1, 2, 3, ici, comment je vais faire pour la suite? Je ne pourrai obtenir, alors je suis obligé de regarder mon schéma parce que, mais ça, c'est des choses que vous pourrez faire chez vous très simplement. Au niveau du... Alors, 1, 2, 3, pas je me paume, moi.
Donc, au niveau du 2 qui est ici, je peux mettre 3 arrivants, donc 3 qui partent, 3 arrivants. Ça s'impose de ce type d'écriture. C'est une loi d'écriture tout simplement. Et par conséquent, dans les 2 autres points qui restent, je n'ai pas grande marge de manœuvre, puisque ici, il y a un qui part, un qui arrive. Je ne peux que faire comme soit le mettre 2 arrivants et un qui part, mais soit je suis obligé de le faire dans ce sens-là. Donc, immédiatement, en faisant ce type d'écriture ici et ici, je vais complètement déséquilibrer la symétrie de cette structure. Donc je ne peux pas partir d'un pôle et écrire 3 vecteurs qui partent vers les autres, parce qu'immédiatement tout le reste de l'écriture va être imposé par ça, et je vais donc perdre toute la propriété que je dois conserver dans l'écriture de ce truc-là. Alors la seule possibilité que je peux avoir, je recommence. Je le refais à chaque fois parce que ça vous permet à vous peut-être de vous repérer. La seule possibilité, c'est, alors je remets ici 1, faut pas que je me trompe, 2. De toute façon, si on se trompe, c'est pas bien grave, il suffit de le refaire et on ne peut pas se tromper. 3 et 4. Donc la seule possibilité que j'ai, par exemple, si je pars du 1, qui est ici, le 1, je vais en faire 2 partants. Un qui va vers le 2 et un qui va vers le 3. Donc, le 1, il y a 2 qui partent. Comme ça. Et donc, je vais lui faire arriver ici, c'est des écritures qui sont un seul arrivant. Au point 2. Au point 2 maintenant. Je me sers de ma feuille pour ne pas me paumer. Hein. Au point 2. J'en ai un qui arrive. Deux qui arrivent et un qui part. Donc, un qui arrive et 2 qui part. Au 3, qui est ici, j'en ai un qui arrive, 2 qui arrivent, un qui part. Donc, il y en a, c'est ça, c'est 2 qui arrivent. J'espère que je ne me suis pas paumé. 2 qui arrivent et un qui part. Attendez que je regarde. 1. Le 2 qui arrive, un qui part. Le 2. Un qui arrive, 2 qui part. Le 3, c'est 2 qui arrivent, un qui part. Et le 4, que j'ai ici, je vais donc l'écrire. Un qui part. 2 qui partent. Et par conséquent, un qui arrive. Donc, 2 qui partent, un qui arrive. C'est-à-dire que la répartition, du coup, cette construction me permet de conserver, même s'il y a les points sont en symétrie 2 par 2, ils ont les mêmes propriétés, mais 2 par 2. Donc j'ai respecté l'orientation de mon schéma, si vous voulez, de mon quadrupède, de ma structure, si vous voulez. Et d'une certaine façon, cette orientation, ça ne veut pas dire que ça a du sens, ça veut dire que ça oriente la structure dans l'espace. Ça permet de se repérer quand on la met à plat. Et ça donne effectivement ce schéma qui est le suivant, qui est donc, alors, voilà.
que je viens d'écrire, je le remets comme ça maintenant. Et vous repérez bien les trucs, les flèches que j'ai mis. J'ai mis à plat, et comme c'est une vraie mise à plat, pour bien montrer que c'est une mise à plat, je mets ce petit machin en pointillé pour montrer qu'il y a une ouverture de ce côté-là. Hein. Donc vous avez une circulation dans la structure. C'est ça que j'ai écrit avec tout à l'heure. C'est ça que j'ai écrit, c'est cette orientation-là que j'ai écrit. Donc vous pouvez mettre ici, en 1, vous pouvez mettre ici la vérité. Hein, vérité, donc c'est mes toutes paroles. Ici vous mettez le semblant. Ici vous mettez la jouissance. Et ici vous mettez l'objet ou le reste ou la perte. Vous avez donc une structure qui est devenue un écrit, avec cette espèce de petit machin qui permet de repérer, une mise à plat, et qui est la fameuse structure quadripartite qui devient maintenant un écrit. C'est pour ça que Lacan dit que c'est un écrit. Tout discours, c'est un écrit sans parole. Il va même jusqu'à dire que sa présence même dans ce discours, ça serait sa bêtise même. Donc on est passé du fait de l'écriture à un écrit sans parole, mais qui s'origine d'une dimension de la parole, d'une pratique de la parole. Ça, c'est un truc assez important à repérer. Maintenant, regardez ce qui se passe avec cette structure. Si vous partez du lieu de la vérité, vous ne pouvez circuler que comme ça, et revenir là. Vous ne pouvez jamais revenir à l'origine. Si vous partez d'autres points, c'est pareil. Si vous partez de là, vous ne pourrez faire que ça. Vous ne pourrez jamais retourner là. Chaque point comme ça. Et ça introduit une circularité, une orientation. L'écrit impose ce type d'écriture. Et voilà ce que Lacan extrait à partir de sa pratique, un type de discours s'originant de la parole, mais un discours nouveau qui fait lien social à deux. C'est le discours analytique. C'est ça qui est obtenu. Hein. Alors, je vais maintenant l'écrire. Bon, ici je vais juste vous dire un point, comme ça, simple. Bon, ça c'est parce que je ne l'ai pas fait aujourd'hui, parce que ça devient trop compliqué. Ce point, si vous le mettez en arrière ou en avant, donc ça, si c'était en avant, il faudrait les remplir, ces trucs-là. Donc vous reliriez le même tétraèdre, vous voyez bien que c'est un tétraèdre, on s'assoit sur la pointe, et ça fait par exemple l'assise. Vous voyez bien que ça peut être, si c'est en arrière ou en avant, ça peut être dextrogire ou lévogire. C'est-à-dire qu'on peut le lire dans un sens ou dans un autre. Donc c'est des choses qui s'imposent du fait même de l'écriture et de la façon dont ça fonctionne. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et vous avez vu que ce type d'écriture ne favorise pas, ne met pas en avant un des points qui serait privilégié par rapport aux autres. Ça fonctionne ensemble. Si vous en faites sauter un, si vous faites sauter un des liens, eh bien, la structure saute. Ce n'est plus une structure. Donc c'est une structure inscrite dans le réel qui fonctionne comme ça. Bien, puisque j'en suis arrivé là, ici, là, donc on est parti de là, vous voyez bien que la parole elle est là, mais on n'a plus besoin d'elle pour développer la théorie du discours. On obtient l'écriture du discours analytique chez Lacan, hein, qui est ici. Donc ici, il va mettre S2, c'est-à-dire l'inconscient. J'espère que je ne me plante pas. Ici, il va mettre l'objet petit a. Donc vous voyez, de l'inconscient, on va vers l'objet petit a. Ici, il va mettre le sujet divisé, qu'il a écrit. On retrouve les mêmes termes. J'ai le droit d'écrire ça sur ma structure, parce que je vais respecter la construction de cette structure. Ce n'est pas par hasard, ça vient se loger à cette place-là. Parce que c'est de ça que ça s'est trouvé, en fait. La vérité, c'est émise d'un lieu de vérité qui est le réel de l'inconscient, ici, qui a permis, d'une part, d'aller du côté de l'agent, l'objet petit a, ici, le sujet qui parle et qui développe la chose, avec l'analyste, et puis le reste ici, voilà. Donc on retrouve voilà ce que Lacan a inventé. Voilà. Il a articulé, c'est du nouveau, il a inventé le discours analytique
comme un lien social à deux, à partir d'une pratique de la parole, et qui a une valeur de structure universelle. Et à partir de là, ça lui permet d'articuler les autres discours du maître, de l'universitaire, de l'hystérique. Et grâce à ça, grâce à la psychanalyse, parce qu'on n'a plus besoin de parler des moments d'émergence historique des différents discours, même si ça peut se dire comme ça, c'est que ça s'impose rétroactivement de la structure. Et tous ces discours-là sont liés du fait qu'ils s'inscrivent dans la même structure, disons, on pourrait dire de l'espace cartésien, comme d'où je suis parti. Hein. Alors, évidemment, il va se passer des choses là quand même. Donc, vous voyez ici, toujours, on retrouve les termes. Hein. Vérité, semblant, jouissance et produit. Hein. Ou plus le jouir. Bon, on ne va pas tout compliquer comme ça. On va partir de là. Donc, les places sont les places de la vérité, du semblant, de la jouissance et du produit. Une fois de plus, Lacan va transgresser un certain nombre de choses, hein, puisque, ayant inventé cette structure de discours à partir du discours analytique, il va s'en servir pour articuler les autres discours. Et il fait une entorse à la théorie de la structure habituellement développée. C'est pour ça qu'il ne se reconnaît pas parmi les structuralistes, Lacan. Il dit que lui, c'est le structuralisme, c'est une histoire de journaliste, parce que sa structure, même si au départ il en a fait un emprunt à Lévi-Strauss, il n'est plus du tout dans le registre de Lévi-Strauss. Tout simplement parce qu'il y introduit la dimension de sujet, c'est une des choses les plus importantes, et que d'autre part, chez lui, pas tout peut se mettre en carte, hein, comme faisait Lévi-Strauss avec tous les mythes. Il a fini par mettre tous les mythes en carte et toute la série. Je dois dire que même l'héritier, moi, la façon dont elle a produit son truc sur le mariage pour tous, ça m'a un petit peu inquiété quand même. Parce qu'il n'y a plus de problème, quoi. Les mariages sont organisés pour que les hommes ne fassent pas la guerre. Et les affects dans tout ça. Et les résistances de discours qui existent dans le monde, du fait qu'il y a des religions, des monothéismes différents, enfin tout ça, ça pose des sacrées questions, ça. Hein, c'est quand même des questions centrales. Hein. Ça résiste pas simplement pour des raisons purement idéologiques, ça résiste pour des raisons de structure. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. On ne peut pas faire joujou avec ça n'importe comment. Et Lacan, d'ailleurs, je pense qu'il pensait, enfin en tout cas que je vais l'écrire sur le discours. Indépendamment de la pratique analytique, je pense qu'il y avait une visée de restauration des autres discours, qui sont de plus en plus bafoués dans notre monde, du fait de l'émergence du discours capitaliste, dont je vais vous donner quelques termes pour que vous arriviez à vous repérer. Donc, une structure sur laquelle sont inscrites, structures avec des places qui ne bougent pas, qui sont des repérages topologiques, ça revient toujours à la même place. Par contre, c'est une écriture bivoque, parce qu'on met des lettres qui ont un autre sens, et qui, bien entendu, quand elles sont plus logées aux mêmes places, elles n'ont pas tout à fait la même signification. Hein, c'est important de repérer ça. Et deuxièmement, puisque j'étais parti de la définition du sujet comme étant un effet du signifiant, c'est des discours que je vais écrire au tableau pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est des discours qui ne sont pas des discours tenus par l'analyste, par le maître, par l'universitaire ou par l'hystérique. C'est des discours auxquels le sujet qui se met à son service est assujetti. Hein? C'est-à-dire que chacun des agents qui vient en place d'agents, dans chacun de ces discours, je vais les écrire, vous allez les repérer, il est assujetti au discours qu'il sert. Et l'éthique du discours, c'est ça. On n'est pas maître du discours, on est maîtrisé par chacun des discours en fonction de la façon dont on le sert. Alors, écriture bivoque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut faire bouger les lettres. Et bien entendu, on est obligé de respecter l'ordonnance de ces lettres. Hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de tourner, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les lettres. Et vous verrez qu'avec le discours capitaliste, il s'est passé quelque chose qui a fait que ça a pu se produire quand même. C'est la chose suivante. Donc, discours analytique en bas, je vais l'écrire maintenant
Vous connaissez tout ça. Voilà, tout ça. A, S barré, S2, S1. Dans l'analyse, il y a la production des signifiants maîtres qui assujettissent le sujet. C'est ça que l'analysant repère dans sa cure, les signifiants auxquels il est assujetti. En gros, les énoncés, les paroles fondamentales, toute une série de termes qu'on utilise, il est assujetti à ça dans sa vie. Et s'il peut reconnaître que c'est à ça qu'il est assujetti, il a peut-être une chance de pouvoir commencer à apprendre à faire quelque chose avec, et à faire autrement, s'y prendre un peu autrement, en étant un petit peu décalé. Discours analytique. Alors, on peut... Bon, il y a l'orientation des flèches, je peux les remettre si vous voulez, c'est pas gênant. On peut faire soit une lecture dextrogir, soit une lecture lévrogir. Ça veut dire qu'on peut passer, en faisant tourner les lettres, au discours, à d'autres types de discours. Ici, par exemple, on va aller dans ce sens-là. Et on va écrire, ça c'est le discours de l'analyste qui est ici. Donc c'est très simple à écrire, vous voyez. Le discours de l'hystérique, il est là. Hein. On peut le lire, on peut y aller soit dans un sens d'extrogir, soit de discours hystérique, descendre dans le discours analytique sur le mode lévogir, comme ça. Ici, le discours hystérique, vous voyez, on le fait basculer, le sujet, il est en position d'agent, donc c'est pas tout à fait pareil que l'analysant déjà. Hein. C'est quand même en même temps, il y a un lien de parenté. Il est ici, en dessous, il est commandé par discours hystérique, se produit à partir d'un sujet au prix de son être, il y met de sa peau, en gros, pour parler, l'hystérique. Hein, c'est pour ça qu'il y a tous ces symptômes corporels, ces événements du corps que sont ces symptômes, parce qu'il interroge le signifiant maître, qui est ici, et il produit un savoir. Il produit un savoir à son insu, d'une certaine façon. Et c'est Freud qui a repéré ça. Il s'est dit, si j'écoute l'hystérique, il y a un savoir, le savoir inconscient, qui était là, ici, je vais pouvoir articuler ce qu'il en est de ce savoir inconscient. Donc, à son insu, l'hystérique, c'est quand même, si on appelle ça une perte, c'est aussi parce que le sujet s'est perdu pour lui, d'une certaine façon. Hein. Et c'est ce qui se passe pour les savants. Alors, il y a une parenté entre le discours hystérique et le discours de la science. Le savant, avec sa peau, il invente des choses. Donc, c'est pas un chercheur d'INSERM. Eux, ils mettent jamais leur peau, ils revendiquent un salaire. Ils ne trouvent jamais rien d'ailleurs, puisqu'ils cherchent tout le temps. Ils n'inventent rien, ces gens-là. Hein. Celui qui invente, c'est celui qui fout sa peau là-dedans et qui produit un savoir qui lui est relativement dérobé. Donc il invente un nouveau théorème et on donne le nom on donne au théorème son nom, puis le reste, c'est pas pour lui. Hein. Voilà, discours, parce que c'est pas bien ça. C'est moche. Je ne suis pas bien placé, je vais me mettre là. Donc, discours analytique. Voilà. J'hésite toujours un petit peu. Bon, voilà, discours analytique, ici. Ici, je vais écrire le discours hystérique. Donc on passe, on bascule comme ça. On va mettre... Est-ce que je ne me trompe pas? Non. S barré. Bon, S barré, petit A, voilà. Voilà, alors, l'hystérique, on ne lui dit pas comme ça, c'est pas ça que ça doit être. C'est-à-dire qu'elle interroge toujours le signifiant maître. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cet impératif? Et en triturant cette affaire-là, elle produit un savoir. Voilà. Ça, c'est le discours hystérique ici. Ensuite, vous avez en haut le célèbre discours du maître. Qui est suivant, donc est obtenu par rotation des lettres. Vous voyez, on fait tourner les lettres dans un sens qui peut être soit lévogir, soit dextrogir, pour les retrouver à partir de l'origine qui est celui-ci. Hein.
C'est celui-ci qui a permis de les monter et d'éclairer le sens des autres. Sinon, on ne pouvait pas se repérer avant, c'était pas possible. Ce discours du maître, qui est ici, vous voyez bien que dans le discours du maître, le maître, c'est le sujet divisé, quoi. C'est le con, en gros. Le maître, c'est le plus con de tous. Il est vraiment le con de l'impératif qui commande à son discours. Et il ne sait rien, puisqu'il est là, le maître. Il est à la place, il est à cette place-là. Et que celui qui a le savoir, c'est ce que Lacan dit, hein, c'est l'esclave. C'est l'esclave qui a la jouissance du savoir. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'Antiquité, on faisait des esclaves. Quand on avait pris l'ennemi, quand on avait vaincu l'ennemi, on zigouillait tous ceux qui servaient à rien et on gardait les ingénieurs, ceux qui savaient construire des bateaux, des canons, des armes, et on les traitait bien, puis les belles femmes et tout ça, enfin tout ça, on récupérait tout ça. C'était à la place du savoir, bien sûr, l'esclave antique, alors c'est peut-être un mythe un peu comme ça, et de la jouissance. Hein. C'est pour ça que Lacan met ça. Et puis aussi du travail, parce que forcément... Le maître, il ne fout rien, il est au bord de sa piscine, c'est complètement abruti par le soleil, et il se contente simplement de ce que lui donne un peu l'esclave, c'est-à-dire son verre de limonade ou des choses comme ça. C'est vraiment une arnaque qui n'est pas rien dans la production des discours. Et puis enfin, bon, vous avez ça, comment ça fonctionne comme ça. Hein. Vous voyez bien que l'hystérique, comme agent ici, elle est quand même agent au prix de son être. Elle est assujettie à ce discours-là. L'analyste est en lui, effectivement, assujetti au savoir inconscient, il dépend du savoir inconscient de son analysant. C'est toujours comme ça qu'il faut les lire. Et vous avez le quatrième discours, qui va être le discours universitaire, donc, savoir ici, qui s'adresse à l'étudiant. L'étudiant, c'est l'objet petit a dans le discours universitaire. C'est pour ça que c'est un lieu, l'étudiant, c'est vraiment... c'est comme le serein qui repère les tremblements de terre. C'était peut-être un des sujets dans la société qui est le plus en souffrance du malaise de la civilisation. Parce qu'il y met son être, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille à l'université pour qu'on le bombarde de savoir, et on va en faire d'ailleurs un sujet du savoir, hein, barré par le savoir. Et puis ici, voilà, ici ce qui ne s'aperçoit pas dans le discours universitaire, c'est que ce qui commande le savoir de l'universitaire, c'est le signifiant maître. Il est à la botte du maître, en gros, l'universitaire. Alors voilà les quatre discours. Est-ce que vous les lisez à peu près? Là, vous les connaissez tous par cœur. Donc, hein, vous avez pigé la construction, comment c'est une construction purement logique. Il n'y a pas besoin de se tracasser avec ça. Et donc, à chaque fois, vous y voyez qu'il y a l'instance du sujet, qui fait trou d'une certaine façon dans les discours, qui est dérangeant en même temps dans chacun des discours. Dès qu'un sujet se manifeste, quelle que soit sa place dans le discours, ça dérange. Hein. Si l'étudiant à l'université il commence à râler, ça bouge. Hein. C'est ça que ça veut dire. Comme il en a marre de sa condition d'être un déchet de la société, ben, il cherche, il demande des comptes, ça fout le bordel. Ici c'est pareil. Hein. Quand le sujet dans le discours du maître commence à bouger un petit peu, ben, ça a des effets. C'est pas par hasard qu'il y a eu la guerre de Troie, parce que quand Paris a enlevé Hélène, ils sont tous partis la chercher, ils ont fait la guerre à cause de ça. Remarquez, c'était bien, parce qu'à l'époque, on faisait la guerre par amour pour une femme. C'est plus maintenant comme ça. C'était bon, enfin, je dis ça comme ça en plaisantant. Bon. Enfin, c'est vrai que ça avait une autre gueule, quoi. Alors, je vais peut-être, si vous êtes d'accord, vous voulez que je vous fasse maintenant ce qui se passe avec le discours capitaliste. Oui. Bon, c'est quand même assez marrant, parce que Lacan a beaucoup parlé de ce discours capitaliste, et il n'en écrivait pas la formule. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, il l'a pondu en 1975 en Italie, dans une conférence en Italie. Il a fini un jour. Ça, on est sûr que c'est lui qui l'a écrit. Il l'a écrit au tableau, et ça a permis d'éclairer le reste. C'est-à-dire qu'il s'est dit, voilà, en gros, je reprends ma matrice avec les quatre places, là, il s'est passé un truc très particulier. C'est-à-dire que il y a eu, comment je vais faire? Je vais commencer, mais je vais faire ça. Il y a eu au niveau du discours du maître, parce que quand même le maître, quand il commandait, il mettait sa peau là-dedans. Hein.
il risquait sa peau tout le temps. Dans les sociétés, des vraies sociétés comme ça, ceux qui avaient le pouvoir, en général, ils se faisaient reprendre. C'était pas héréditaire, ils se faisaient zigouiller, c'était comme ça que ça se passait. Hein. Le maître était comme ça. Bon. Donc, il s'est passé un truc, c'est que Lacan est très sévère à ce niveau-là. Il dit qu'au fond, les philosophes, ils ont bien compris que le savoir, il était du côté de l'esclave. Donc, ils se sont emparés du savoir de l'esclave et ils ont fait croire au maître que lui qui veut que ça ne fait que marcher, ce qui compte, c'est que ça marche, il s'en fout, il n'a pas besoin de savoir. Que c'était un savoir de maître, ils se sont emparés de ça. On voit bien toutes les opérations de Socrate qui interroge l'esclave pour lui faire dire ce qui était dans les questions, en gros. C'est-à-dire qu'il monte les questions, et le philosophe, il a mis au maître qui était là, il lui a mis dans l'idée que le savoir, c'était le sien. Pas du philosophe, mais le sien du maître. Donc, il a inventé, il a mis un jour le savoir en position de commande. Bien entendu, on n'a qu'à regarder nos hommes politiques d'aujourd'hui, s'il y a vraiment des gens qui ne savent pas grand-chose, c'est vraiment eux. Alors, il s'est passé, donc, Lacan dit qu'il y a eu une copulation, voilà, c'est ça le truc, une copulation, c'est le discours du maître moderne, il utilise cette expression, une copulation entre le discours du maître et le discours de la science. Et ça a produit, par un effet copulation, une inversion des choses. C'est-à-dire que, vous avez vu que dans le discours du maître, par exemple, la flèche, elle monte toujours comme ça, vous voyez, ça monte toujours le truc. C'est-à-dire qu'on est commandé toujours d'un lieu de vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une éthique dans chaque discours selon sa structure, et qu'aucun discours ne peut invalider les autres. Hein, c'est ça le truc. Il y a une vérité qui n'a pas les mêmes coordonnées, mais qui existe. Alors il s'est passé un truc, c'est qu'il y a eu une inversion qui s'est produite ici, et que ici est monté à la place du discours du maître ce que l'on appelle le sujet, de la libre entreprise. Que nous sommes tous, d'ailleurs, je vais vous le dire, nous sommes tous des sujets de la libre entreprise, et avec l'illusion invraisemblable que nous commandons le signifiant. Alors qu'on devrait être déterminé par le signifiant, on commande le signifiant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette inversion-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure a été rompue, et si on peut parler d'un discours perverti, c'est tout simplement parce que cette opération n'est possible que parce que le lien entre S1 et le sujet a été rompu, le lien symbolique à la loi a été rompu, et c'est l'imaginaire qui s'est produit. Ce qui définit la perversion par rapport au discours, en général, ou par rapport même à tout, c'est que ils mettent l'imaginaire à la place du symbolique. C'est ça l'opération de perversion. Voilà ce qui s'est passé là. Donc il y a eu une inversion du truc, et de l'autre côté, on peut continuer à écrire de la même façon, bien sûr, si on veut. Ça. Alors c'est formidable ce truc, parce que si on suit le sens du truc, cette rupture-là, qui s'est produite dans le discours capitaliste, fait qu'on circule dans ce discours comme ça. Voilà, c'est-à-dire que si on réduit ça, on tourne en rond. Voilà, on tourne en rond, il n'y a plus de limite, il n'y a plus d'impossible, donc il n'y a plus de réel. Il n'y a plus les dimensions de... Tout est possible, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Ensemble, tout est possible, nous disait notre cher président à l'époque. D'ailleurs, il est arrivé, travailler plus pour gagner moins. Enfin, tout s'est conformé, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et ce qui est formidable dans ce discours de la libre entreprise, vous voyez les circulations des flèches, on peut circuler soit dans ce sens-là, soit dans celui-ci. Hein. Vous voyez? Non, alors ça, oui, c'est ça. Voilà. Comme ça, sans limite, on tourne en rond. Hein, et en plus de ça, comme sujet, soi-disant la libre entreprise, on est prié de se produire nous-mêmes comme déchets. Voilà ce qui nous arrive dans ce monde-là. Voilà. Bon, bah écoutez,
Je crois que je vais arrêter là. Je vais discuter avec vous si vous souhaitez que je vous donne quelques éclairages. Donc c'est assez simple cette histoire de discours. Bravo. Rappelez-vous bien l'histoire du discours capitaliste. Alors vous voyez que dans le discours capitaliste, ce qui est formidable, c'est qu'au fond, le seul discours qui est épargné par le discours capitaliste, et c'est pour ça qu'on est confronté au discours capitaliste. Alors, je réécris le discours analytique ici. Hein, S2, S1. Vous voyez qu'il y a un télescopage entre les autres discours, parce qu'en position d'agent du discours capitaliste vient l'hystérique. C'est quand même le discours de la publicité, hein. C'est quand même un peu ça. C'est pour ça que ça a tant de succès, la publicité, et que la publicité envahit tout. Après, la communication, toutes ces choses-là. Voilà, il est là. Donc, il y a ça. Il y a le discours hystérique qui est ici. Ici, il y a quand même le discours universitaire, le discours du maître, c'est-à-dire cette espèce de savoir qu'on nous produit, les neurosciences et tout ce que vous voudrez, tous les trucs qui sont des discours qui cherchent à nous naturaliser, et non pas à nous humaniser, hein, c'est-à-dire qui nous réduisent à être des animaux, et pas des animaux parlants. Hein. Ici, donc, discours universitaire, ici, vous voyez, télescopage, ici, production dans le discours du maître, ici, voilà, télescopage avec le discours du maître, voilà, le discours du maître est ici. Là, c'est le discours universitaire, le discours du maître. Il y a un télescopage. Et c'est pour ça qu'on parle de la disparition des discours, du fait que c'est complètement embrouillé. Et qu'il ne reste plus que confronter maintenant le seul discours qui ne participe pas à cette histoire de copulation entre le discours de la science et le discours du maître, c'est le discours analytique, qui est en face de ce type de discours-là. On a affaire à ça. Et on a affaire à ça pour deux raisons. C'est que le discours analytique est le seul discours dans lequel le sujet récupère son plus de jouir à lui, c'est-à-dire la plus-value de son travail, celle qui n'est pas payée, celle qui permet aux capitalistes de capitaliser, de continuer à spéculer sur le boulot qu'ils ne payent pas, c'est le seul discours dans lequel le sujet récupère sa mise et peut en faire quelque chose de nouveau. Voilà, voilà pour l'instant où j'en suis avec cette histoire des discours. Rappelez-vous bien cette histoire-là. La perversion, c'est ça, c'est la bascule. Donc vous voyez bien que la structure est rompue. Il n'y a plus d'impossible. On ne bute pas, on peut tourner en rond. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réel. Comment? Ça ne bute pas. Il n'y a pas de réel, on est dans l'imaginaire. Le symbolique et l'imaginaire, c'est la religion, dit Lacan. Oui. Alors après, il y a d'autres développements pour Lacan dans les discours, mais je n'ai pas fait aujourd'hui, sinon ça va être trop compliqué. Oui. Le discours analytique, c'est lui qui est produit dans l'analyse, par l'analyse. Dans l'analyse, c'est celui qui est mis dans la pratique, oui. C'est-à-dire avec la structure, avec l'analyse. Lien social à deux. Hein. Voilà. Mais si l'on considère maintenant, pour quelque chose d'un petit peu plus pointu, ce que je trouve souvent dommageable dans les institutions analytiques, c'est qu'on dirait qu'elles ne sont plus régies par ce travail du discours analytique. Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y aurait quelque chose qui serait là aussi éventuellement du fait du capitalisme, quelque chose du discours analytique qui irait à se défaire de son effet justement de transformation qui a été montré là, c'est-à-dire de ce que ça produit de très particulier d'inventer. Hein, voilà. Enfin, c'est une première question comme ça, un peu à vif, sinon j'avais encore d'autres remarques. Il y a une chose déjà qu'on peut remarquer, c'est que si dans la cure, le sujet reconnaît son être de jouissance, on peut dire ça comme ça, oui, pour le dire rapidement, c'est-à-dire son être de réel, on pourrait le dire aussi comme ça, oui, son bout de réel qui lui est singulier, c'est ce qu'on obtient aussi dans le capitalisme quand même. Cette production comme objet petit a, il y a des liens de convergence, oui, des choses qui se rejoignent comme ça. Hein, c'est quand même, c'est à interroger cette chose-là. Hein.
Ah oui. C'est à interroger. C'est quand même aussi, la psychanalyse, elle a émergé au moment d'un malaise de la civilisation tel que ça a été un forçage pour inventer la psychanalyse. Il faut voir toutes les difficultés que Freud a eues pour mettre en place sa machine. Hein. Il a fallu tout ça, bon, avec Lacan qui est venu derrière, il y a forcément des liens. Hein. Il y a des liens, des convergences et des choses comme ça. Alors, ce qui se passe dans les institutions analytiques, ça dépend, mais enfin, le problème, c'est que on est bien obligé de théoriser ça, quoi. Enfin, on est bien obligé d'essayer de donner des repérages par rapport à la structure. Donc, quand on se met à écrire, on produit un savoir, donc on publie, on met ça en écrit, et les universitaires, ça les intéresse vachement. Parce qu'ils se mettent à lire aussi, puis comme ils ont l'habitude de lire souvent bien plus qu'avant, bien avant les gens qui deviennent analystes, très souvent c'est comme ça, ben, ils finissent par dire qu'après tout, ils peuvent devenir analystes sans faire d'analyse, par exemple. Ça existe, ça. Hein. Il suffit de savoir, or c'est un savoir qui ne se peut pas... Si la psychanalyse pouvait s'enseigner, ben, il n'y aurait pas besoin de faire d'analyse. Justement, Lacan, il n'a pas loupé le truc quand il a dit que ça ne se transmet pas. Hein, il ne s'est pas trompé, lui. Il a bien vu ce qui était en train de s'opérer comme mouvement. Lui, il a cherché d'abord à rejoindre une mathématisation. Après, il s'est rendu compte que, ah oui, mais ça ne colle pas tout à fait, parce que lui, il ne faisait pas des mathématiques, comme il ne faisait pas de la linguistique, il faisait de la linguisterie, et ensuite il a balancé la linguistique en disant que l'inconscient est la condition de la linguistique. Non pas l'inconscient est la condition du langage. Il renverse sa propre proposition que l'inconscient est structuré comme un langage. Donc il met en cause la linguistique. Et alors il y a eu un débat récemment à propos des sciences humaines. Pourquoi la psychanalyse était en opposition mortelle avec les sciences humaines? C'est un truc très simple. C'est parce que Lacan il dit mais vous ne pouvez pas faire les sciences humaines si vous ne tenez pas compte de la dimension du sujet, c'est-à-dire du mystère du corps parlant. Or, la plupart des anthropologues, des ethnologues et des gens comme ça, ils analysent les sociétés où ils vont sur un mode complètement extérieur. Ils ne vous parlent jamais des affects, ils ne vous parlent jamais de comment ça fonctionne, rien. Ils vous font des montages comme ça, mais qui ne s'articulent pas de la pratique même des gens qui sont en train de vivre ces trucs-là. Hein? Du vécu personnel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les institutions analytiques? Effectivement, on est guetté par ce genre de choses. On est guetté par, d'une part, le discours universitaire. Alors Lacan a toujours dit que le discours universitaire était en antipathie avec le discours analytique. Le discours du maître envers de la psychanalyse, hein, tout à fait. Et une sympathie entre le discours de l'hystérique et les discours analytiques. À condition, bien entendu, d'amener le sujet, parce qu'il ne s'agit pas de... L'hystérique, c'est plus une névrose pour Lacan, puisqu'il y a un discours d'hystérique. C'est pas une névrose, c'est le statut normal du sujet. La seule névrose, c'est la névrose obsessionnelle. Elle n'existe plus, l'hystérie, c'est fini. D'un but clinique, on dit hystérique, mais c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là? Je ne me souviens pas. On parlait... Oui, alors, voilà. Le sujet qui est ici dans le discours hystérique, comme agent, tout sujet n'est pas hystérique, bien entendu. Il s'agit, pour amener quelqu'un qui est en souffrance, parce que c'est ça, le sujet en souffrance, il vient au titre d'une souffrance qu'il éprouve là, d'une souffrance de son être. Vous voyez bien, dans le discours hystérique, c'est ça. Ben, on va l'amener à hystériser son discours, c'est-à-dire que les entretiens préliminaires vont lui permettre d'exprimer que sa souffrance, ça peut être un symptôme, parce qu'il y a quelque chose qui cloche, et si ça cloche, c'est qu'il y a une cause à ça, vous voyez? C'est ça qu'on articule. Donc on amène à l'hystérisation du discours. Ça ne veut pas dire qu'on en fait un hystérique, ça veut dire qu'on lui dit, essaye de parler comme agent de ton symptôme, pour qu'on essaye de cerner la cause. L'analyse se prétend comme étant le tenant-lieu de cette cause. Tenant-lieu, hein, c'est pas... Pour de vrai en plus. Et pour de réel, parce que si l'analyste n'y met pas du sien, ben ça ne marche pas. Si c'est un artifice simplement de représentation, ça ne fonctionne pas, la clé. Le transfert, elle n'est pas... C'est d'ailleurs, Lacan le dit très clairement, c'est pas le transfert d'analysant, c'est le transfert d'analyste. Il va très loin quand il pousse les choses comme ça. Hein. Le transfert, c'est le transfert d'analyste.
C'est lui qui installe cette truc. C'est pour ça qu'on reproche à Freud toutes ces projections. On ne se trompe pas quand il dit mais c'est lui qui implique ça, parce que c'était comme ça qu'il faisait comme il pouvait, Freud. Il était tout seul. Il était tout seul. Il était tout seul, c'est lui qui fait. Est-ce que ça n'implique pas quelque chose, c'est l'analyse du discours, c'est que la seule institution analytique qui peut être reconnue comme telle, c'est la cure. C'est la cure. Il n'y en a pas d'autres. Quand on parle des institutions analytiques, c'est des associations qui sont... C'est des associations. Qui rentrent tout à fait dans le discours capitaliste, c'est-à-dire c'est Ouais. comme ça que ça tourne. C'est-à-dire que ça fait fonctionner ça. Et c'est des discours qui ne fonctionnent pas très bien. Parce que les quatre discours, ils ne fonctionnent plus très bien maintenant. Le discours universitaire, c'est plus le discours universitaire, disons, de la grande époque de l'université classique, hein, où les types, c'était des érudits, c'était du sérieux. C'est plus du tout comme ça maintenant. Maintenant, c'est au service des entreprises. Donc l'université n'est plus garante de la formation, de savoir de ceux qui viennent à l'université, parce que c'était pour former des sujets hein, au savoir, c'était pas du tout pour en faire des employés de bureau, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Hein, on en fait des employés pour trouver des emplois, comme on dit. Ce ne sont plus les garants. Et là, quand il pointe le moment précis où ça se passe, dans un texte qui est assez peu connu, parce qu'il n'a pas été publié, qui s'appelle « D'une réforme dans son trou », où il dit, c'était en 68, on lui avait commandé ce texte dans Le Monde, et ça s'appelait « Libre d'opinion », alors lui il commence le texte, il n'y a pas de libre opinion. Le Monde n'a pas publié du coup, où il dénonce l'université en disant « Elle avoue dans un formidable lapsus qu'elle a déchu de sa fonction de garante du savoir avec l'institution des unités de valeur. » Parce qu'on ne peut pas tronçonner le savoir en unité de valeur. Le savoir, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Hein. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il est allé pointer comme ça. Alors, comment intervenir en dehors de la cure sur le champ du monde, pourrait-on dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Mais on a des petites pistes quand même. Hein. Et bien entendu, nos écoles et nos groupes analytiques ont des problèmes avec ça, mais on n'en parle pas. Hein. C'est pas parce qu'on parle de psychanalyse entre nous qu'on est dans le discours analytique. Hein. Donc comment faire usage de ces formations théoriques, de ces bouts d'écrit, pour qu'on puisse quand même essayer de dialoguer entre nous, puisque moi j'ai quand même commencé le séminaire de cette année en disant la clinique elle est irréfutable, donc elle ne fait pas preuve. Si on ne fait que parler de clinique, on ne fait rien, on ne transmet rien de la psychanalyse. Hein? Il faut avancer aussi dans des bouts d'écrit et essayer de les manier un peu. En fait, le transfert, c'est quand même pas l'amour de la. Non, voilà, ça, je veux dire, là, il y a quand même quelque chose qui est un objet particulier qui amène les sujets à parler d'une certaine manière ou à produire quelque chose de particulier. On est bien d'accord. Oui. Et Lacan, il situe le rapport au savoir comme une acquisition. Ben, je ne sais pas quelle est tout à fait la citation, mais une acquisition de savoir au prix d'y mettre de sa peau. C'est ça. Et d'autre part, que son exercice a la même jouissance que le prix de son acquisition. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'il insiste beaucoup. Le savoir, ce n'est pas l'information universitaire. Voilà. C'est ça. C'est vrai que l'anthropologue, il n'est pas à la même place que le psychanalyste. Je veux dire, le psychanalyste, il y va aussi de quelque chose qui est même plus sa peau d'ailleurs, s'il est analyste. Mais il y va de quelque chose qui est de l'ordre de sortir de la répétition et de ne pas en rester à la magie dont parlait Freud, la magie des mots, quand il citait ça dans Totem et Tabou. Hein. Il y avait justement ces anthropologues qui avaient remarqué que les dits sauvages, en face des éléments effrayants dans lesquels ils vivaient, ils avaient volé des mots, croyaient-ils, hein, volé des mots, en fait, qu'ils inventaient pour nommer, pour avoir moins peur. Moins peur, c'était le réel, bien sûr, déjà, bien sûr. Et ils volaient des mots, ils nommaient, et ils étaient, on va dire, capables comme ça de supporter l'impossible.
Je dirais ça comme ça aujourd'hui, mais je vois. Et c'est une petite note qu'il met comme ça dans Totem et Tabou. Moi, ça m'avait beaucoup intéressé parce que c'est ce qu'il appelait la magie des mots. On a affaire avec la magie des mots. Et Lacan, il parle justement, alors je ne sais plus dans quel séminaire, de la magie des mots qu'il nous faut, nous, analystes, mettre à plat. Eh oui. C'est ce qu'on a vu là, Bah, avec tous ces schémas. Le transfert, c'est un mot magique. Hein, voilà. pour nous. Mais Si jamais on demande aux gens d'expliquer ce qu'ils appellent le transfert, on dit toujours ça. Oui, il est en plein transfert. On voit bien que c'est de la magie. Mais, alors là, c'est quand même, là, c'est Oui. essayer de mettre ça à plat. Mais oui, mettre à plat. Voilà, mettre à plat quelque chose qui est de l'ordre d'une, de quelque chose qui touche tellement à l'impossible à repérer quand même, hein, mais qui est là quand même. Hein. Il n'y a pas de questions, vous n'avez pas eu de problème avec ces montages. C'est simple comme bonjour, vous faites ça chez vous, vous êtes tranquille. Vous faites votre quadrupède et puis vous faites les orientations. Vous allez voir, c'est inoubliable ça. Moi j'ai pataugé un peu parce que je fais l'exposé, donc j'avais besoin de... Mais on ne peut pas se tromper si on respecte les règles de la graphie, enfin de l'orthographie dans ce sens-là. On ne peut pas se tromper. Oui, mais il faut recommencer Oui. l'écriture. Ben, à chaque fois qu'on voit quelqu'un nous faire avec son commentaire l'écriture, on recommence un petit peu à savoir. Mais il faut recommencer quand même, on est d'accord. C'est pas quelque chose qui est inscrit comme ça une fois pour toutes. Il faut le faire très longtemps aussi, hein, pour que ce soit un peu plus évident. Il faut faire très attention de analyser ce qui se passe socialement uniquement. Il faut faire attention, c'est un repérage, c'est pas forcément une grille de lecture suffisante. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais enfin, ça donne quelques repérages quand même. Ça donne quelques petits repérages. Oui. Hein. C'est vrai que bon, c'est comme ça. On peut se repérer comme ça. Hein. Et Lacan a donné une conclusion que je trouve très forte quand il l'a faite à l'époque par rapport à ce que l'on vit maintenant. Parce qu'il disait le discours capitaliste, au fond, il n'est pas très différent des autres, sauf sur un point, c'est avec celui-là où il serait le plus, il utilise le terme, couillonné. Oui, Il utilise le terme dans son séminaire. Parce que quand vous regardez le discours universitaire auquel vous faisiez allusion, regardez simplement sur l'histoire sur l'EGM. Quel est le laboratoire qui produit une vérité? Vous savez ce qui se passe maintenant dans le monde universitaire? On est obligé de savoir qui finance la recherche. Pour savoir quel savoir on a produit. Et pourtant, ça joue sur nos vies. C'est quand même strictement impensable, il y a 40 ans, qu'on produise une vérité qui ne serait que celle ordonnée par le discours du financier. Donc ça veut dire que cette perversion, elle est de fait maintenant. Bien entendu, c'est des conséquences énormes. Donc ce discours analytique et ce que vous développez, c'est absolument décisif. Autrement, tous les discours que l'on tient, ça ne fait que rentrer dans la circulation. Et c'est pour ça que les collègues qui sont invités à prendre position au nom de la psychanalyse sur tel fait de société, moulinent des discours qui fait que, entre collègues, on s'affronte en disant non, fondé sur quoi? Sur quel savoir? C'est vraiment une question fondamentale, ce qu'on a trouvé. C'est pour ça que... Merci encore à vous d'avoir précisé Et c'est les choses. aussi du un par un quand même, par rapport à ce que tu dis. Ça veut dire aussi qu'on est au un par un finalement, parce que je pense à toutes ces questions de pétition et de décision globale. C'est assez compliqué tout ça en fait, par rapport à des faits sociaux. Mais ce qui est important, c'est la troisième blessure narcissique. C'est-à-dire que maintenant que l'inconscient a été découvert, on ne pourra plus jamais dire qu'il existe. Même si on fait tout ce qu'il faut pour le recouvrir, c'est là, ça fonctionne. Alors moi je vois souvent des gens qui ils trouvent dans les neurosciences les confirmations de la psychanalyse ou des choses comme ça. On a des rapports avec la biologie. D'abord le biologique, c'est pas le réel. Hein. C'est déjà un montage de représentation, c'est pas du tout ça. Parce que ces histoires d'IRM qu'on présente comme magique, on allume des circuits comme ça, puis on dit voilà la pensée, là il y a tel endroit, tel mot, des connexions. Comment on peut calculer plusieurs milliards de neurones dans un cerveau? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Calculer qu'il y a plusieurs milliards de neurones. C'est incontable. Avec quoi on compte ça?
Par exemple, alors il y a des rapports, ils trouvent des rapports, mais c'est que de l'analogie, d'une part, et d'autre part, comment voulez-vous qu'un neuroscientifique ne dise pas, presque comme le disent les psychanalystes, puisqu'ils font usage du discours pour en parler. Donc à un moment donné, ils sont pris dans la logique qui surdétermine leur propre discours sans s'en rendre compte. C'est tout, hein, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, ils nous réduisent quoi, à des rats de laboratoire, hein. C'est vrai que maintenant, on nous dit les rats pensent, rêvent et tout. On est bien d'accord avec ça. Ils peuvent rêver. Mais Freud, quand on lui a objecté au rêve, il dit, mais après tout, comment vous savez qu'il a rêvé? Parce qu'il me l'a dit, c'est tout. Donc on ne peut pas le prouver autrement. Il se contentait de ça. Un rat, jusqu'à présent, j'ai vu personne dire, il m'a dit ça. Je crois qu'il y a des personnes qui peuvent le penser. Le rat m'a dit ça. C'est vrai, puisqu'on fait parler des animaux. Il y avait La Fontaine, c'était assez performant. Mais maintenant, il y a Mickey, il y a Walt Disney, et puis tout ce qu'on montre aux enfants tous les matins, tous ces espèces de personnages qu'on fait parler. Comme ça, on voit bien qu'on fait parler quelque chose. Hein. Et n'empêche que, mine de rien, ils essayent de faire parler le réel, parce que de ce côté-là, ça chatouille quand même un peu. Hein. Ça dérange un peu, quoi. Hein. Il y avait le chien de Lacan qui parlait. Hein? Le chien de Lacan parlait. Oui, le chien parle, mais il n'a pas le langage. Il a la parole, mais il n'a pas le langage. Il rêve, par contre. Ouais. Donc, effectivement, c'est un animal domestique. Hein. On n'a créé aucune espèce d'animal domestique depuis tous ceux que l'on connaît depuis toujours. Il y en a pas. Comme au moins Lévi-Strauss l'a dit, il n'y a pas de pensée sauvage. Hein. Donc il n'y a pas de civilisation primitive. Elles sont aussi développées que la nôtre, avec d'autres formes de savoir, d'autres types de liens sociaux. C'est aussi élaboré. Hein. Tu arrêtes, c'est ça? Bon, il n'y a plus de pile. Non, il y a